édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous reprenons aujourd'hui nos chroniques après plusieurs semaines d'interruption dues aux difficultés financières d'Investigation. Seuls vos dons, aussi modestes soient-ils, nous permettent de mener la bataille de l'information et des idées. Notre chronique prendra momentanément un rythme moins soutenu pour les mêmes raisons financières. Elle se déroulera désormais tous les 15 jours, alors qu'elle était auparavant hebdomadaire. Elle reprendra son rythme initial, voire un rythme plus soutenu encore, en fonction de votre mobilisation. Notre chronique d'aujourd'hui est consacrée à l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Depuis toujours, le Moyen-Orient est un nœud stratégique mondial. À l'intersection de 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il est un des passages clés des flux commerciaux mondiaux depuis des siècles. C'est cette place particulière qui a conduit au début du siècle dernier à l'alliance du sionisme et de la puissance impérialiste hégémonique de l'époque, la Grande-Bretagne. Le projet de création artificielle d'un État vassal gérant des intérêts britanniques dans la région visait pêle-mêle à contrôler la route des Indes, à contrecarrer l'émergence d'une nation arabe unie, à sécuriser l'accès à la source d'énergie stratégique qu'est le pétrole, etc. Les mutations des rapports de force mondiaux, par suite de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier le changement de puissance hégémonique mondiale, la Grande-Bretagne cédant la place aux États-Unis, maintiennent les mêmes objectifs en changeant simplement de parrain. La remise en cause de l'hégémonie états-unienne dans le monde explique la dernière séquence historique enclenchée avec l'opération militaire palestinienne du 7 octobre et la réaction génocidaire d'Israël et des pays occidentaux qui le soutiennent. L'hégémonie états-unienne, remise en cause de manière inexorable par la dynamique multipolaire mondiale, tente par la violence totale de se prolonger et de se reconsolider dans cette région cruciale pour les nouvelles routes de la soie chinoises. Pour ce faire, il était nécessaire de consolider l'État vassal israélien, de neutraliser l'Iran et la Syrie, d'isoler la résistance palestinienne, de tenter de distancier la Chine et la Russie. Le génocide continuait en Palestine pour tenter de couper le peuple palestinien et ses organisations de résistance, l'agression et la pression militaire et économique sur le Liban pour isoler le Hezbollah, la reprise des menaces directes sur l'Iran au prétexte d'une pseudo-menace nucléaire, le changement de stratégie vis-à-vis de la guerre en Ukraine et la préparation d'une intervention militaire occidentale au Yémen, tous ces éléments s'inscrivent dans cette stratégie globale visant à contrecarrer la dynamique mondiale multipolaire en tentant d'isoler la Chine, considérée comme l'ennemi à abattre. Nous ne sommes pas, comme l'ont présenté de nombreux médias, face à la folie d'un Trump ou à l'extrémisme d'un Netanyahou, mais devant le déploiement d'une stratégie globale, certes barbare, mais entièrement rationnelle. Les analyses psychologisantes dominantes aujourd'hui masquent les véritables enjeux et les réelles causalités, à savoir l'utilisation de la violence massive contre les peuples pour maintenir une hégémonie et maximiser les profits. La réussite d'une telle stratégie globale est fonction des rapports de force et celui-ci est rapidement mouvant. En témoignent les derniers développements au Liban, en Syrie, au Yémen, en Iran et en Palestine bien sûr, qui convergent vers le constat d'une dynamique de résistance en croissance rapide. Comme souvent dans l'histoire, les dominants ont sous-estimé que là où il y a oppression, il y a résistance. Mercredi 2 avril, une nouvelle incursion de l'armée israélienne à l'ouest de la ville de Daraa en Syrie a été confrontée à une résistance inédite depuis la balkanisation de la Syrie. Immédiatement, les appels à la résistance ont retenti par haut-parleurs de nombreux minarets et de mosquées dans toute la région. Des centaines de citoyens ont répondu à ces appels en prenant les armes contre les soldats israéliens. Ces événements marquent un tournant dans la situation syrienne. Rappelons en effet qu'Israël a immédiatement profité de la chute du gouvernement syrien pour détruire par une campagne aérienne de grande ampleur la plus grande partie des capacités militaires syriennes. Ces faits nouveaux s'ajoutent aux affrontements violents entre le nouveau gouvernement syrien et des militaires de l'ancienne armée syrienne à la frontière avec le Liban. Ces derniers déroulements semblent confirmer la prédiction du secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Akbar Ahmadian, qui déclarait le 22 décembre dernier, au lendemain du départ de Assad, je cite, « Non seulement la résistance face à Israël n'a pas faibli, mais avec l'occupation des territoires syriens par le régime sioniste, une nouvelle résistance est née et se manifestera dans les années à venir. » Fin de citation.
En Iran également, le ton est à la résistance. Rappelons que Trump a donné à peine investi un ultimatum à ce pays à échéance de fin mai. La menace est celle d'un bombardement massif si un accord sur le nucléaire n'était pas signé avec les États-Unis. Téhéran a tout simplement rejeté l'idée d'une négociation avec les États-Unis sur cette question. Un porte-parole des gardiens de la Révolution avertit comme suit des conséquences d'un bombardement américano-israélien sur l'Iran. Je cite, « Les États-Unis disposent de 10 bases dans la région et de 50 000 soldats. Nos missiles réagiront. Les États-Unis sont assis dans une maison de verre. » Fin de citation. Le Yémen est pour sa part déjà victime de bombardements depuis le 15 mars. En 2 semaines, ce sont déjà plus de 50 frappes meurtrières qui ont eu lieu. L'objectif de ces frappes est de contraindre les Houthis à cesser leur attaque contre les navires américains en mer Rouge. Donald Trump expliquait ainsi le 31 mars dernier, je cite, « Les terroristes Houthis soutenus par l'Iran doivent cesser immédiatement leur attaque. Autrement, cela voudrait dire que nos frappes actuelles ne sont qu'un début et que la vraie douleur est à venir, aussi bien pour les Houthistes que pour leurs parrains en Iran. » Fin de citation. La réponse du peuple yéménite fut l'organisation de manifestations dans les principales villes du pays, regroupant des dizaines de milliers de personnes, scandant « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Dans le même temps, le porte-avions Harry Truman fut l'objet de nouvelles attaques Houthis. Ceux-ci répondent aux bombardements états-uniens en promettant que leurs attaques contre les bâtiments états-uniens se poursuivront tant qu'Israël ne respectera pas le cessez-le-feu en Palestine. Enfin, le temps est aussi à la résistance en Palestine. Malgré le quotidien d'horreur à Gaza et en Cisjordanie, voici par exemple un extrait de l'appel du FPLP pour la journée mondiale de mobilisation du 7 avril. Je cite, « Le Front populaire de libération de la Palestine adresse un appel urgent aux masses de notre peuple en Cisjordanie, à Jérusalem, dans les territoires occupés de 1948, dans les camps de réfugiés et dans la diaspora palestinienne et arabe, ainsi qu'aux membres de notre nation arabe et aux peuples libres du monde entier, à participer demain, lundi, à la journée mondiale de la colère populaire et de la désobéissance civile totale. Cette journée doit marquer le début d'un mouvement populaire mondial qui s'étend dans toutes les régions afin de faire pression pour mettre fin à la guerre d'extermination sioniste contre notre peuple à Gaza qui s'intensifie chaque jour avec la complicité des États-Unis et la connivence internationale. » Fin de citation. Beaucoup de commentateurs avaient annoncé une victoire définitive états-unio-sioniste avec l'affaiblissement réel du Hamas et du Hezbollah d'une part et la balkanisation de la Syrie d'autre part. La réalité vient les démentir. Malgré la disproportion des armes, comme dans les guerres de libération nationale du passé, la résistance peut refluer momentanément mais ne disparaît jamais. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.